alors bu ko defee déclaration liminaire bii ma leen di bëgg a lire man je n'ai aucun mérite personnel dans sa rédaction c'est un travail d'équipe parce que Adama Mboup am na lu mu ci gëstu jox ma ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu kër docteur mu di ñoom Mballo Dia Thiam le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la santé am na lu mu ci gëstu jox ma ka dendoog moom mu di Ablaye Fane le président de l'association des parents d'élèves et des étudiants moom itam am na lu mu gëstu jox ma kon man je n'ai fait que synthétiser li nga xam ne collectif bi ku ci ne sa wàll gëstu nga ko ndax ñu mën a éclairer la lanterne des Sénégalais ndax tuur lëndëm bi ñuy tuur lëndëm Sénégalais yi dafa ëpp léegi parce que ñoom xam nañu ne chaque fois bu ñu croiser le fer ak ñoom ñu gagné leen léegi dañuy dem jëfandikoo loolu ñuy wax le marketing pernicieux maanaam di jaarale seeni message ci télé yi ak ci rajo yi ngir mën a toucher Sénégalais yi dans leur sentiment parce que xam nga Sénégalais dafa bari yërmande wane benn xale waaw man xamu fu ma jëm sama nijaay ma ëmbal sama njàng yàqu na sama àdduna yàqu na problème bi du loolu il faut parler de l'avortement dans sa réalité scientifique et dans sa dimension religieuse alors donc ñoom comme que dañu changer de stratégie moo tax ñun ñu changer de stratégie kon déclaration liminaire bi ma leen di bëgg lire c'est le fruit de longues recherches des responsables qui animent le collectif kon Mame Makhtar Gueye deful dara lu dul une synthèse kon aucun mérite personnel dans cette déclaration que je vais vous lire. Nous considérons donc d'entrée de jeu que l'avortement c'est une forme de négation du droit à la vie. D'entrée de jeu, nous dirons sans ambiguïté que l'avortement est une forme d'infanticide qui ne dit pas son nom, pour être clair dès le début. La maîtrise des nouvelles technologies ainsi que les récents progrès de la science médicale ont conféré à l'homme une souveraineté plus étendue sur les lois de la nature, au point de l'inciter à la manipulation de la vie, telle que la fécondation in vitro, l'insémination artificielle, la congélation d'embryons, les bébés éprouvettes et les mères porteuses, mais on conférait également à l'homme un pouvoir sur la destruction de la vie, tel que l'euthanasie et l'avortement. L'émergence d'organismes para-étatiques, comme le Comité consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé en France, qui font office de garde-fous en tempérant au besoin les ardeurs de la recherche scientifique pour prévenir d'éventuels dérapages, mérite d'être salué. Aussi, l'absence au Sénégal d'une structure consultative analogue ne serait pas étrangère à la controverse qui agite présentement le champ politique, suscitée par certaines organisations féministes sur l'opportunité de dépénaliser l'IVG, abréviation de interruption volontaire de grossesse. Ces organisations féminines avaient lancé, il y a 2 ans, une pétition destinée au Parlement sénégalais afin que l'Assemblée nationale puisse faciliter aux femmes et jeunes filles en détresse l'accès à l'avortement dit médicalisé, supposé pouvoir mettre un terme aux interruptions volontaires de grossesse clandestines qui constitueraient 15% de la mortalité féminine. Faudrait-il cependant passer par pertes et profits la viabilité du fœtus, dont il a été largement et scientifiquement démontré que c'était un être vivant? Faut-il également passer par pertes et profits les positions de la religion sur ce délicat sujet? Dans le numéro 11 du magazine mensuel Jamra du mois de septembre 1987, que je viens de vous montrer tout à l'heure, qui est toujours disponible aux archives nationales, un large dossier a été consacré au fléau de l'avortement. Nous y mettions en vedette le plaidoyer d'un spécialiste américain en obstétrique et en gynécologie de renommée mondiale, en l'occurrence le docteur Bernard Nathanson, un ancien avorteur repenti. Pour étayer sa reconversion,
il a réalisé un court-métrage intitulé Le cri silencieux, qu'il réalisa lui-même en 1984 et dans lequel il dévoile la face cachée du déroulement d'un avortement, en l'occurrence d'un fœtus humain. Le diagnostic prénatal venait à l'époque de connaître une innovation de taille avec l'avènement d'une nouvelle technologie d'imagerie employant les ultrasons, communément appelée échographie, et qui permettait de visualiser en temps réel sur un écran d'ordinateur les différents stades de développement de l'embryon. Ce document audiovisuel d'une demi-heure et que, entre parenthèses, nous tenons à votre disposition, a révélé pour la première fois au grand public le comportement du fœtus lors d'un avortement, filmé en temps réel dans une clinique spécialisée en avortement et commenté par le docteur Nathanson lui-même, un ancien avorteur repenti. Ce film a bouleversé profondément certaines idées reçues et a eu un impact psychologique certain sur beaucoup de praticiens, au point d'avoir incité nombre d'entre eux à renoncer définitivement à la pratique de cette interruption brutale et violente de la vie fœtale qu'est l'avortement. À commencer par le docteur Nathanson lui-même, fondateur en 1969 de la Ligue nationale pour le droit à l'avortement, Nathanson qui a dirigé l'une des plus grandes cliniques d'avortement du monde occidental. Durant sa trentaine d'années de carrière, il avoue avoir lui-même pratiqué pas moins de 75 000 avortements. Donc son œuvre de clarification à travers ce court-métrage d'une trentaine de minutes dénommé Le cri silencieux a provoqué une évolution éthique notable chez nombre de ses confrères gynécologues. Mais comme il fallait s'y attendre, pour avoir révélé au grand public à travers le cri silencieux la face cachée d'un avortement, le docteur Nathanson a essuyé de violentes critiques provenant de certains milieux médicaux. Mais ces véritables détracteurs évoluaient surtout dans les sphères cliniciennes qui tiraient de grands profits de l'industrie florissante de l'avortement, dont les chiffres d'affaires tournaient à l'époque, en 1984, en raison de $400 par opération pour environ 2 millions d'avortements annuels aux USA. Alors ça tournait dans une manne financière globale de 300 milliards de francs chaque année, ce qui avait placé la pratique de l'avortement parmi les 500 industries les plus riches au monde. Dans un commentaire pathétique, mais scientifiquement élaboré, le docteur Nathanson démontre dans ce court-métrage, grâce à la technique de l'échographie, qui permettait pour la première fois d'observer, du point de vue de la vie de la victime, le déroulement en temps réel de l'avortement. Comment le fœtus, qui était jusqu'ici sereinement en gestation dans le ventre de sa mère, sera froidement exécuté par l'avorteur. En l'occurrence, relate le docteur Nathanson, ce fœtus, dont le cerveau émet des ondes depuis 6 semaines déjà, dont le cœur bat à environ 140 battements par minute et dont toutes les autres fonctions vitales sont absolument identiques aux nôtres, ce fœtus est manifestement un être vivant, entièrement formé et membre à part entière comme nous de la communauté humaine, possédant toutes les caractéristiques qui nous sont propres, a martelé le gynécologue avorteur repenti Bernard Nathanson, avant d'estimer que le fœtus doit être considéré comme leur patient, parce que le serment d'Hippocrate et les préceptes médicaux traditionnels interdisent à tout médecin de détruire la vie d'un patient, mais plutôt de tout mettre en œuvre pour sauver cette vie. En effet, dans ce court-métrage, on distingue nettement, grâce au balayage à l'ultrason, les différents membres de ce bout d'homme, son corps recroquevillé sur lui-même, ses jambes, ses mains, son visage candide. Il bouge de temps en temps, change tantôt de position, se déplace paisiblement dans l'utérus de sa maman, tout en gardant la même orientation. À un moment donné, on l'aperçoit même comme dirigeant son petit pouce vers sa bouche, tout en continuant à se mouvoir sereinement
dans le havre tranquille de son sanctuaire utérin. Et c'est alors que l'avorteur débute son intervention en plaçant un premier instrument appelé spéculum afin de se frayer un accès dans la cavité utérine. Il se saisit ensuite d'un deuxième instrument métallique appelé le ténaculum qu'il passe à travers le spéculum pour le maintenir fermement sur le col de l'utérus. C'est alors qu'un troisième instrument intervient, la sonde. L'avorteur l'introduit pour déterminer la largeur et par la même occasion la profondeur de l'utérus. Il se saisit ensuite d'un autre appareil beaucoup plus menaçant pour le bébé, l'embout de scission, qu'il introduit dans le col de l'utérus, dans le but de percer l'enveloppe qui contient le liquide amniotique qui protège l'enfant, permettant ainsi de déchirer l'enveloppe, d'aspirer la totalité du liquide amniotique. Cet embout de scission est relié à un appareil externe et qui a une forte puissance d'aspiration. On remarque à l'écran de télévision, lors de cette opération d'avortement en direct, qu'au fur et à mesure que l'embout de scission s'approche de l'enfant, le bébé essaye de s'en écarter en bougeant de manière de plus en plus agitée. L'enfant se déplace alors spontanément dans un mouvement réflexe, l'éloignant de l'instrument de l'avorteur. L'embout de scission n'a même pas encore touché l'enfant, mais l'enfant commence déjà à manifester des signes de plus en plus accentués d'agitation et de détresse. Voilà ce qui est observé pendant cet avortement en direct qui a été filmé pour la première fois grâce à la technique de l'imagerie médicale par balayage à l'ultrason. Et on distingue nettement la bouche de l'enfant qui est maintenant à la portée de l'embout de scission de l'avorteur, une bouche grande ouverte dans un cri muet. C'est pour cela que Bernard Nathanson a surnommé son court-métrage de cri silencieux. Le cri silencieux d'un enfant qui est conscient qu'il est menacé de destruction imminente. Les mouvements de l'enfant sont alors nettement accélérés et deviennent désormais de plus en plus violents. L'enfant a comme l'impression qu'on cherche à l'agresser dans son sanctuaire. On le voit se mouvoir vers le côté gauche de l'utérus, dans une tentative désespérée d'échapper aux instruments implacables que l'avorteur utilise pour mettre fin à sa vie. Parallèlement, le système électroencéphalogramme branché sur le ventre de la maman indique que les battements du cœur de l'embryon subissent une accélération sensible en passant de 140 à environ 200 battements à la minute. Vraisemblablement, le bébé qui n'est pas encore né, face à cette agression de l'avorteur, est sensible au danger mortel auquel il fait face. C'est alors que l'embout de scission que l'avorteur promène latéralement dans l'espace utérin à la recherche du corps du futur bébé devient, dans la seconde qui suit, l'instrument meurtrier qui finira par mettre un terme à la vie de cet enfant non encore né. En effet, la membrane amniotique ayant été perforée et libérée de son liquide protecteur, le corps de l'enfant se trouve ainsi à la portée de l'avorteur, lequel lui applique impitoyablement l'embout de scission et le soumet à une puissante aspiration qui happe le bébé, le démembre totalement, le désarticule, le déchiquette et le réduit en pièces. Et en 1 minute, le bébé est extrait par l'embout, par là à travers la pompe aspirante. Mais puisque la tête de l'enfant est trop grande pour passer par l'embout de scission, l'avorteur, comme pour donner un coup de grâce et pour faire place nette, introduit un dernier instrument métallique qu'on appelle le forceps à travers le col de l'utérus déjà dilaté. Il se saisit alors de la tête de l'enfant, qui est la pièce unique qui reste dans l'utérus, tout le corps ayant été aspiré par l'embout de scission. Il se saisit donc de la tête de l'enfant, qui flotte maintenant librement dans l'utérus, entre les anneaux du forceps, et par une forte pression manuelle,
l'avorteur fait éclater la tête de l'enfant. Le contenu, c'est-à-dire les os du crâne, sont retirés morceau par morceau. Le docteur Nathanson a fait remarquer avec un brin d'humour que l'avorteur et l'anesthésiste, sans doute conscients de la gravité de leur acte, choisissent de communiquer entre eux pendant cette opération macabre dans un langage codé, destiné peut-être à les rendre moins sensibles à l'horrible réalité. En effet, ils appellent numéro 1 la tête de l'enfant que l'avorteur essaye de trouver. Ainsi, l'anesthésiste demande à l'avorteur: est-ce que le numéro 1 est sorti? Oui, lui répond-il. C'est terminé maintenant. Et il ne reste plus que quelques débris d'os et de petits lambeaux de tissu qui témoignent de l'existence passée d'un petit être vivant il y a quelques minutes qui était bien là et sans défense. Alors le cri silencieux qui a été réalisé en 1984 et qui a permis d'établir une vérité scientifique irréfutable que avorter une femme, ce n'est pas un morceau de chair qu'on lui enlève, mais c'est un être vivant qu'on tue d'abord dans le ventre de sa mère avant de l'en extraire morceau par morceau. Et ce film a été projeté au Sénat français, au Sénat américain et à la Chambre des communes de Londres. Et le collectif sénégalais non à l'avortement tient à la disposition de la presse sénégalaise ce court-métrage de 30 minutes qui permettra d'édifier l'opinion sur les mensonges qui ont été pendant très longtemps distillés dans l'opinion comme pour leur faire croire que l'avortement c'était une opération tout à fait ordinaire, alors qu'en réalité on procédait à la destruction d'un être humain qui est doté d'une vie et d'une âme comme nous. Alors il est temps de mettre fin à cette conspiration du silence, d'autant que l'avortement a un autre volet que nous porterons à votre attention. C'est qu'au-delà du fait que l'acte d'avorter est un filon très juteux pour ceux qui le pratiquent, mais les fœtus qui ont été extraits des utérus des mères sont vendus. Ça a été le cas en France. Il y avait eu un scandale qui a été dénoncé par le Comité national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Il y avait un monstrueux trafic de fœtus humains dans l'Hexagone. Un réseau de trafiquants collectait les fœtus issus d'avortement avec la complicité de chefs de clinique véreux pour ensuite les monnayer à prix d'or à travers l'Europe auprès de fabricants de produits cosmétiques et surtout à de mystérieuses stations thermales. Ces sites reçoivent de par le monde les visites de richicisme qui viennent régulièrement dans ces centres de cure pour s'y refaire une santé. Parce qu'effectivement, ces stations procèdent à un recyclage du placenta, un recyclage du liquide amniotique, un recyclage du fœtus pour en faire des produits de beauté et même des gélules qui, soi-disant, sont des gélules de rajeunissement. Alors donc, cette industrie a un chiffre d'affaires de près de 500 milliards à travers le monde. Si bien qu'il y a des pays en développement, comme le nôtre, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, où des lobbies s'organisent pour que l'avortement soit dépénalisé, afin qu'un deuxième lobby prenne le relais, avec pour mission de récupérer les fœtus morts et de les revendre à l'étranger à des prix d'or. Voilà la face cachée de l'avortement. Voilà ce qui explique en partie cet acharnement inexplicable de certains mouvements qui tiennent à ce que l'avortement soit légalisé. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avorter, mais il s'agit également de récupérer les fruits de l'avortement et n'est-ce pas, de procéder à leur vente à travers les circuits que je viens de vous indiquer tout à l'heure. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que pas une seule fois, on entend les mouvements féministes pro-avortement dire la vérité aux futures cibles de la pratique abortive, notamment les risques de perforation de l'appareil génital, les risques d'infection
de l'appareil de reproduction, mais également les risques à long terme de stérilisation et de cancer du sein. Pourquoi cache-t-elle ces dommages collatéraux que l'on recense régulièrement à travers le monde, consécutivement à des avortements? Pourquoi nos féministes cachent-elles aux femmes sénégalaises ce que l'on appelle le syndrome post-abortif, qui se manifeste à travers des dépressions nerveuses, pouvant même aller jusqu'à inculquer à la personne des tendances au suicide? Pourquoi cache-t-elle tout cela? Ça mérite quand même que la question soit posée, parce que quand on prétend aider une personne, soi-disant parce qu'elle est en détresse, il faut lui dire tous les risques courus en acceptant de se soumettre à un acte d'avortement. Alors nous allons maintenant vous donner quelques indications confortant ce que Adam Mboup a toujours dit sur plusieurs plateaux de télévision, que en fait les mouvements féministes ne sont que des bras armés de puissants lobbies qui sont derrière. Adam Mboup l'avait démontré qu'il y avait les loges maçonniques qui tiennent à ce que, autant que l'homosexualité fasse l'objet d'une dépénalisation universelle, mais également que l'on donne l'opportunité à chaque femme de pouvoir disposer librement de son corps et de tuer, quand elle le veut, un enfant qui était en gestation dans son membre. Nous allons vous donner quelques indications. C'est trop long, on va vous le résumer, mais le document dans son intégralité vous sera envoyé par courrier électronique. Donc n'oubliez pas, avant de partir, de communiquer à notre assistant votre numéro de email qui nous permettra de vous le faire parvenir au plus tard demain. Parce que tout ce document-là, on ne peut pas le lire. Mais je vais vous donner quelques indications. Il y a un spécialiste en gynécologie et en urologie, le docteur Maurice Kaye. Il avait participé en 1974 au projet de libéralisation de l'avortement. C'était sous le magistère du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. À l'époque, c'est Mme Simone Veil qui était ministre de la Santé. Alors, le docteur écrit qu'à l'époque, quand Jacques Chirac a été élu, ça a été l'occasion pour son frère ennemi de toujours, Jacques Chirac, d'être nommé Premier ministre. Mais n'oublions pas que Jacques Chirac, à l'époque, donc Giscard avait fait venir Jacques Chirac pour qu'il soit son Premier ministre. N'oublions pas que Chirac avait à l'époque, en 1974, comme conseiller personnel Jean-Pierre Proutot, qui est le grand maître du Grand Orient de France, c'est-à-dire la loge maçonnique la plus islamophobe d'Europe. Nous vous donnons ces indications pour que vous compreniez pourquoi et comment la loi Simone Veil de 1975 a été votée par l'Assemblée nationale et qui légalise l'avortement en France. À l'époque, Simone Veil, ministre de la Santé, était journaliste de profession. Elle n'avait donc rien à voir avec la médecine. Mais son conseiller, ne l'oublions pas, était le médecin Pierre Simon. Pierre Simon était également le grand vénérable de la Grande Loge de France. Donc ce projet de légalisation de l'avortement en France a été managé de bout en bout par de grands dignitaires de la loge maçonnique française. Alors, c'est donc le docteur Maurice Kaye qui fait ces révélations. C'est un ancien franc-maçon et il sait de quoi il parle parce qu'il était dans le système, comme on dit ici au Sénégal. Alors, en tant que médecin, spécialiste en chirurgie et en gynécologie et ancien franc-maçon, c'est Maurice Kaye qui parle. J'ai rapidement réussi à faire partie du comité pour la planification familiale et m'impliquer dans la préparation du terrain pour l'adoption de la loi Simone Veil qui légalise l'avortement en France. Après la loi sur l'avortement, des expériences sur les embryons humains ont permis, dans le cadre légal, de procéder aux premières expériences d'euthanasie, c'est-à-dire d'aider une personne qui, soi-disant, en a assez des problèmes de la vie, notamment de santé, à mourir dignement, disent-ils. Donc c'est un encouragement au suicide. Alors vous voyez, les francs-maçons ratissent très large.
l'homosexualité, l'avortement et l'euthanasie. Alors, maintenant, Maurice Kaye dit qu'il regrette avec amertume d'avoir participé à l'instauration de cette culture de la mort et il demande à tous les croyants, à tous les gens de ce pays, il leur demande pardon d'avoir fait partie d'une telle action. J'étais fier, moi, d'être un humaniste. Mais l'humanisme sans Dieu, c'est Maurice Kaye qui parle, un franc-maçon et avorteur repenti. Mais l'humanisme sans Dieu, je considère que c'est un humanisme déshumanisant. Il est totalitariste et criminel. Et cet humanisme à la franc-maçon essaye d'imposer la laïcisation au niveau planétaire, disait Dr Kaye. Alors bref, il a ensuite fait une autre révélation. Et nous soupçonnons certains mouvements féministes de s'inscrire dans cette même démarche, c'est-à-dire la technique que les loges maçonniques avaient pour pousser l'opinion publique française à accepter la théorie sur la nécessité de faire voter la loi sur l'avortement médicalisé. Alors, Maurice Kaye révèle qu'ils ont organisé un groupe qui avait pour mission de présenter aux médecins et à l'opinion publique un tableau sombre de la situation de l'avortement clandestin. Un tableau où les chiffres étaient falsifiés. C'est ainsi qu'il a été créé un courant d'opinion, c'est toujours Maurice Kaye qui parle, qui devait justifier la nécessité de légaliser l'avortement. Je me souviens qu'on véhiculait souvent qu'il y avait 300 000 cas d'avortement clandestin et qui nécessitaient d'être encadrés par an, alors qu'en réalité, il ne s'agissait que 50 000 cas. Donc les chiffres ont été volontairement gonflés pour alerter l'opinion. Et c'est un peu le cas du spot que vous voyez à la télévision. Une fille dans une mise en scène ridicule, en train de pleurer, man fuma jam, sama njanga yakuna, sama bay mom eumbal xawma lan, sama aduna yakuna. Donc, c'est dans cette même technique que les francs-maçons en France qui préparaient la loi Simone Veil ont procédé. Les chiffres ont été volontairement gonflés de manière à ameuter l'opinion. Alors ensuite, ils ont créé de nouveaux concepts. Le concept du droit de disposer de son propre corps. C'est en France que les francs-maçons l'ont créé. Et on s'aperçoit que les féministes du Sénégal replètent dans un mimétisme aveugle des sous-cultures occidentales les mêmes slogans. On s'aperçoit également qu'elles parlent d'avortement médicalisé. Mais où avez-vous vu un avorteur avorter avec des tenailles, du fil de fer, une pince des marteaux? Mais tous les avortements sont médicalisés. Ils sont soit clandestins ou pas. Mais il n'y a pas d'avortement non médicalisé. Donc là également, c'est un terme assez scientifiquement étudié de manière à rassurer les populations en leur disant c'est médicalisé. Mais tout est médicalisé. Alors bref, Dieu a fait que le Sénégal a la chance d'être un pays fortement ancré dans la religion. Et c'est là où je vais en terminer, parce qu'on ne peut pas vous lire tout le document, on va vous l'envoyer. Et bien qu'il y ait plusieurs écoles de pensée islamique, il y a le rite hanafite, la jurisprudence hanbalite, la jurisprudence shafi et malikite. Mais Dieu a fait que, malgré la diversité des cités religieuses, toutes les confréries se réfèrent à la jurisprudence malikite. muy Touba ak Tivaouane ak Ndiassane ak Thiénaba ak Niassène Médina Baye Laye ñu ngi tënku ci ngiru imam Malik. Et imam Malik a dit ginnaaw bi mu sukkandikoo ci benn hadisul xudsi bu wér mooy hadis yi nga xam ne doontele du alxuraan waaye suñu borom moo ci wax ñun. Imam Malik a pu démontrer qu'à partir du 40e jour de sa conception, l'enfant est considéré en islam comme un être humain à part entière. Dans la mesure où c'est le moment où intervient l'ange qui procède à l'opération appelée Ruh Rabbaniya, qui consiste à insuffler l'âme dans l'ovule fécondé de la mère. Et le Coran
qui présente chronologiquement les étapes par lesquelles passe l'ovule fécondé, considère qu'en règle générale, l'avortement est interdit. L'avortement est banni par la religion islamique. Tout à l'heure, en vous donnant un résumé en langue nationale, je me sentirai beaucoup plus à l'aise pour vous en dire davantage. Alors, par conséquent, l'État du Sénégal, à travers sa loi relative à la santé de la reproduction, article 15, à travers l'article 305 de son code pénal et l'article 35 du code de déontologie des médecins, a également a déjà légiféré en la matière en autorisant l'avortement que lorsque la vie de la mère est à ce point menacée qu'elle ne pourrait être sauvée que par un avortement clandestin. C'est alors que ce concept, voilà, avortement médicalisé, c'est alors que ce concept prend tout son sens, contrairement à celui que tentent de lui donner ces organisations féministes sénégalaises qui, à travers une manipulation sémantique bien élaborée, risquent d'endoctriner l'opinion et d'ouvrir la boîte de Pandore.